Aujourd'hui au Torque Podcast, On vous parle des meilleurs VUS intermédiaires qu'on a eu à l'essai cette année. parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast, mon nom est Jules Torque. Moi, c'est F Torque et aujourd'hui, émission sur les VUS intermédiaires qu'on a eu à l'essai cette année. On vous a splitté ça en 3 catégories, donc les intermédiaires 3 rangées et les intermédiaires de luxe. Ouais, un bon segment qu'on a essayé beaucoup de modèles, surtout dans les 2 dernières années. Il y a surtout les VUS intermédiaires à 3 rangées. On les a pas mal tous essayés. Alors aujourd'hui, on va vous dire c'est lesquels nos favoris. Fait qu'on passe tout de suite aux VUS intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'on a eu à l'essai dans les dernières saisons? On a eu la Subaru Outback, le Chevrolet Blazer, le Ford Bronco, le Ford Edge, le Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Kia Sorento, Nissan Murano et Toyota 4Runner. Bon, regardez, c'est tous des modèles à différentes vocations. On le voit juste là avec le Ford Bronco puis le Ford Edge. Qu'il y en a que c'est vraiment, là, même ils devraient avoir une section à eux autres tout seuls, mais si on ferait une section à eux autres tout seuls... Les sections finiraient plus. non, mais c'est juste qu'ils seraient comme... Il y aurait juste le Bronco puis le Wrangler ensemble. Bon, dans cette section-là, différentes approches. Il y a des approches un petit peu plus camion. Il y a des approches un petit peu plus style multisegment auto. Regardez, on commence avec le Subaru Outback, un véhicule qu'on a beaucoup aimé, qui est un champion dans cette catégorie-là. Oui. Facilement, c'est le fun. Il y avait la fameuse édition Wilderness qu'on a essayé en mode hors-route, tout ça, qui va très bien, très, très fiable en toute saison, dans la neige, dans la boîte, partout. Non, yo père. Vous avez le fameux système intégral symétrique. Un véhicule qu'on a beaucoup aimé, qui fait un petit peu moins camion, qui fait plus auto. Oui, mais quand même, un véhicule aussi qui est très populaire auprès des gens. Puis comme tu dis, la version Wilderness, moi, je trouve que c'est vraiment winner qui ont appliqué ça. Là. Ouais, fait que ça, c'est un véhicule qu'on a bien aimé. Le gros écran aussi dedans, que ça a changé l'année passée. C'est un bon update. Il y a des modèles que ça fait un petit peu plus longtemps, on les a quand même intégrés dans notre liste, même si on les a pas assis dans la dernière année, mais ils n'ont pas vraiment changé. On parle du Chevrolet Blazer puis du Ford Edge. Des véhicules qui ont déjà été extrêmement populaires, surtout pour le Edge, pour Ford. Que là, on dirait que c'est un véhicule qu'on laissait aller un peu, qui a besoin d'update, qui n'est plus vraiment dans la game de ce côté-là. Chevrolet Blazer, c'est un peu une copie d'un Ford Edge, à mon avis, à moi. Là. C'est pas un Ford Bronco. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'ils ont réutilisé le fameux nom Blazer sur une espèce de Ford Edge. Très bien fait à l'intérieur. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup du Chevrolet Blazer, c'est qu'il y avait une approche un peu style Camaro. L'intérieur était cool là même. Très spacieux à l'intérieur. J'avais rien à dire. Chevrolet Blazer, ça allait très bien. Il était un petit peu dispendieux, mais on se croirait que le Chevrolet Blazer, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il était fait sur la même plateforme que l'XT5, ces choses-là. C'est un peu pour ça qu'il était plus cher. Ouais, on se rapprochait un peu vraiment là. Du Cadillac. Là. C'est un peu c'est ça. En dessous, c'est un peu la sauce Cadillac, mais le dehors, c'est un peu style cool Camaro, comme tu disais. Mais encore là, le commentaire qui est revenu souvent, c'est que pour ce que le produit offrait, il était cher. Ouais. Si on continue, Toyota 4Runner, on a mis un Toyota là-dedans, même si on fait jamais de Toyota. C'est un véhicule qu'on a eu la chance d'essayer brièvement pendant une journée ou deux avec un concessionnaire à Montréal durant une émission de télévision qu'on participait auparavant. Véhicule que moi je voulais conduire parce que je voulais savoir comment ça roulait. C'est pareil comme si on était dans un vieux camion. Tout ta vieux dedans, tous les pitons de ta vieux. Là, on dirait qu'on aurait un vieux volant. Je trouve Toyota s'assise vraiment sur leur réputation. Là, on est fiable. Tu peux bien être fiable quand tu changes rien. Là. Non, c'est ça. Quand ça fait 15 ans que t'as la même affaire, c'est sûr que tu t'es perfectionné. Le moteur est vieux, la transmission est vieille, tout est vieux. C'est un véhicule qui allait bien, qui était quand même confortable. Des bonnes capacités en route. C'est juste que c'est pareil comme si c'est pareil comme si on avait essayé un modèle 2012, genre. Un modèle 2012 qui aurait toujours resté neuf, qui n'aurait pas roulé, tu le sors maintenant. C'est ça. C'est la même chose. Ça. Ah ouais. Si on passe au Nissan Murano, un véhicule que j'ai conduit sur la route 66, je trouve que le style est un petit peu dépassé, ces choses-là, mais c'était un véhicule qui était très confortable. Même genre d'approche que Chevrolet Blazer, Ford Edge, ces choses-là.
Véhicule qui, quand même, c'est une bonne formule, mais une vieille formule. Ouais. Si on passe après ça au Kia Sorento, ça, on l'a essayé. Il y avait une approche un peu plus sportive. Il y avait une rangée de plus à l'arrière, lui, qui avait comme pas rapport. C'était extrêmement pour dépanner. Ouais, c'était comme pour enfants de 6 ans et moins. Là, ouais. genre, là. Tu l'as regardé et tu n'as même pas pensé rentrer dedans. Il allait bien, il était beau à l'intérieur, mais il était comme... Moi, personnellement, je vois pas une raison pourquoi acheter le Kia Sorento. C'est vraiment, si vous aimez ce modèle-là, parce qu'il est comme entre deux champions. Là. Il est entre le Sportage et le Telluride. Ouais, puis le Sportage, il a grossi aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme, là, il perd encore plus. C'est vraiment que tu as besoin de la petite banquette pour enfants miniatures. Mais tu sais, tant qu'à ça, tu mets un petit peu plus d'argent, tu rentres dans le Telluride. Oui, exactement. Ouais, fait que le Sorento, de ce côté-là, c'était tough. Après ça, Jeep Grand Cherokee, complètement renouvelé, il était dû. Ça, c'est un modèle qu'on a vraiment aimé. Il y a plusieurs options aussi. Oui, c'est un modèle très versatile. On peut avoir autant un de base que le modèle extrêmement équipé. Fait que c'est comme un modèle qui touche autant à les modèles ordinaires qui peuvent toucher au modèle de luxe. Nous autres, on avait un Summit Reserve là, qui montait à presque 90 000. C'est un très beau modèle. Il y a plusieurs options de moteur. Là, il va être offert aussi en modèle hybride branchable 4XE. Très intéressant de ce côté-là. Il devient vraiment agressif. Puis, dans la compétition. c'est un modèle aussi que, tu sais, lui, c'est un vrai... qu'on peut vraiment emmener hors route, mais, tu sais, ça reste quand même pas un Jeep Wrangler ou un Ford Bronco. Tu sais, lui, il a comme le sweet spot. Il est un petit peu comme le Outback Wilderness, mais en ayant de la classe. Tu sais, le Outback Wilderness, il est beau, mais il fait un petit peu... pas cossin aventure, là, mais il fait un petit peu plus. Il est 100% aventure. Il est pas luxueux. C'est ça, c'est ça. Tandis que le Grand Cherokee, tu peux faire de la boîte avec, mais il y a encore de la classe. Ouais, tu peux c'est pas la même braquette de prix, surtout quand on l'équipe beaucoup. Mais moi, dans tous ces véhicules-là, là, je mets à part là, le Ford Bronco et le Wrangler. On va dire, on se fait une petite catégorie à part là, parce qu'on peut pas comparer. Le Jeep Grand Cherokee, c'est vraiment celui que j'ai préféré. C'est celui que je me verrais conduire tous les jours. Oui, puis je trouve que c'est celui qui répond le plus à une grande clientèle parce que, comme tu dis, il est tellement versatile. Puis là, il y a des nouvelles annonces qui sont à faire en 4XE. Oui. Puis souvent, les propriétaires de Grand Cherokee, quand ils achètent un Grand Cherokee, ils en rachètent un autre. Puis ceux qui ont acheté le nouveau modèle, le feedback que j'ai reçu, moi... Très bon feedback. Très bon feedback. Oui. Fait que là, ta nouvelle section que tu as faite sur le side avec le Ford Bronco et le Jeep Wrangler. Bon, OK. De ce côté-là, Wrangler, ça reste la bonne vieille formule, sauf que là, on a essayé des modèles spéciaux comme le Tour 92. Ouais. Il vaut 120 000, puis il y a de la super performance, tout ça. Tu sais, ça, c'est pas un peu comme une espèce d'escalade V, là. C'est une licorne, là, un unicorn. Là, vraiment? C'est fantastique, c'est extraordinaire, mais tu sais, c'est comme... C'est comme si tu sortirais un genre de muscle car d'un musée ou quelque chose genre. Tu le vois que ça va être une pièce de collection que tu n'en reverras plus, là. C'est sûr qu'il n'y en aura plus, puis... On va se le dire, il était extrêmement cher pour un Wrangler. Ah oui. Il était quoi, 120? Ouais. 120 000? Hey. Il y a même un petit peu plus que 120 000. Oui, il montait haut, puis je me souviens, mais justement, on avait fait des TikTok dessus, puis les gens, je pense que j'ai eu 400 commentaires qui étaient en arrêt cardiaque. Là. Ah, c'est clair de ce côté-là. C'était super. Même là, comme tu m'as vu faire une accélération, le véhicule, c'était comme sketch. Là. C'est pas... OK, quand on fait les accélérations, des fois, le véhicule, il va flexer. Là, le Jeep Wrangler, là, il se désarticule. Je sais pas comment... Écoute, c'est pas juste ça, là, c'est comme... Là, j'ai dit, OK, là, on dirait une espèce de bébite qui essaie de s'en aller. Puis là, je te l'ai dit, quand tu accélères, le véhicule... comme il est désarticulé. Là, tu comprenais pas. Puis là, quand t'as revu ma shot, ça paraît, là. Défait, ouais. Là. En tout cas, c'est sketch un peu. C'était vraiment... le Jeep Wrangler 392, je me sentais pas dans quelque chose qui sortait de l'usine. Je me sentais vraiment dans un Jeep qui avait été swappé. Avec un trop gros moteur pour qu'est-ce que c'était. C'est ça. Tu sais, la transmission, le all-wheel drive, tout ça, il allait super bien, le moteur aussi, mais c'est juste qu'on dirait que le véhicule était tout débalancé. On dirait qu'il était trop haut. On dirait que la suspension était trop stiff. On dirait qu'il manquait du poids en arrière.
il était pas bien balancé. C'est un véhicule que... Là, ils ont mis des child-proof, que j'appelle, là, des idiot-proof dessus. Là. On peut pas le mettre en 2 roues motrices. Ça serait bien trop wild là, en 2 roues motrices. Oh my God. Il est tout le temps en 4 roues motrices automatiques. Mais même en 4 roues automatiques, là, c'est le genre de tas qu'on va retrouver flippé. Là. Ah, c'est sûr. Avec les 35 pouces, tout ça, là. Puis je l'ai conduit en hiver. Là, les pneus là-dessus, ça valait rien dans la neige. Il allait extrêmement mal dans la neige. Les pneus sont... C'est ça qu'on a parlé justement l'autre fois. Ça aurait fait plus de sens qu'ils fassent ce modèle-là sur un Mojave que sur le Rubicon. Ouais. Puis les pneus sont renforcés pour faire de la roche, mais t'as tellement de force de moteur. Mais là, c'est là qu'on voit la différence entre Ford et Jeep. Jeep, eux autres, il faut qu'ils répondent à leur fanbase de Jeep Wrangler. La part des gars de Jeep Wrangler, ils font de la trail. Fait qu'ils ont fait ce modèle-là qui a plein de petits logos en or puis il y a des crochets en or parce que c'est le gold standard chez Jeep. Ouais. Fait que c'est le top of the line. C'est comme la médaille d'or que tu peux avoir chez Jeep. C'est la licorne. Ouais, c'est ça. Puis ils l'ont monté pour faire de la trail, pas pour faire de la vitesse. Ouais. Tandis qu'on voit chez Ford, avec le Bronco, que c'est des gars qui aiment un peu plus comme le Baja puis la off-road à haute vitesse. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'avec le Ford Bronco Raptor, que même si on n'a pas eu à l'essai, sur papier dans ma tête, il fait comme plus de sens que le Jeep 392. Ouais. Mais nous, on dit ça parce que on est plus du côté en route de haute vitesse que faire de la trail. Ouais. Parce que tu sais l'affaire qu'il y a, du en route de haute vitesse, ça te prend une bonne machine avec un bon moteur, puis peu importe, ça te prend une bonne suspension, ces choses-là. La trail, tu peux avoir une affaire toute démanchée, là, tu sais. Ah, puis t'es capable quand même pété, de t'en là, sortir. tu vas t'en sortir. Puis tu sais, je veux pas parler, je parle pas contre les gars de Jeep, ces choses-là. Non, non. Mais tu sais, c'est juste que des fois, tu sais, tu peux avoir autant un Jeep qu'un side-by-side. Oui, le Jeep, tu peux aller sur la route avec, mais à un moment donné, si tu le modifies trop, ben, tu peux pas aller sur la route avec. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont s'en aller de plus en plus vers les side-by-side que les Jeeps parce que, justement, le side-by-side, plus léger, tu peux avoir plus de suspension, etc., etc. Ah ouais, puis c'est pas 120 000. Je suis pas un gars de trail, là, puis je veux Non, pas non. insulter les gars de trail, ces choses-là. Moi, j'aime mieux le hors-route de haute vitesse. Mhm. Puis, sur la route, ça va mieux. On a moins une suspension rigide, on a une suspension avec plus de dégagement, plus de débattement, puis ça a une meilleure tenue de route. Ouais. Parce qu'on va se le dire, là, quand on a essayé le Jeep Wrangler 392, quand il a neigé beaucoup puis il faisait froid, c'était level, OK, on finit notre tournage avec, mais on sort plus de la cour. Là. Ah non, il est extrêmement dangereux. C'était à ce niveau-là. Même mon essai routier, là, je ne l'ai pas monté encore, mais il est très short parce que j'étais en pleine tempête puis c'était beaucoup trop dangereux quand je conduisais avec le Jeep. On revient au Bronco. J'aime beaucoup plus le Bronco que le Jeep Wrangler. Il y a plus d'espace à l'intérieur. Il est plus confortable. Je suis moins pogné. On dirait qu'il est plus large en pattement. Je trouve qu'il est plus beau aussi. Il se démarque plus des Jeeps. C'est sûr que les Jeeps, ils n'ont jamais arrêté d'en fabriquer. Fait que ça fait 50 ans qu'on en voit. Là, Ouais. là les Broncos, c'est tout nouveau, tout beau. C'est sûr et certain qu'il est un petit peu plus tape à l'œil. Côté fiabilité, jusqu'à présent, on n'en parle pas trop, là, mais c'est sûr que certains, Wrangler a fait plus la preuve que Bronco. Bronco, Ouais. ils ont l'air d'avoir plus de problèmes avec le toit, puis de briser tout le temps. Puis on peut vous le dire, nous autres, à chaque fois, je pense que ça nous a pris quoi? 2 ou 3 ans? Ça a pris tellement de temps, c'est le Bronco, il était toujours cassé. Mais même là, on en avait un autre de bouquet encore. On voulait essayer le 2 portes avant de faire ce podcast-là. Puis il a été cassé. Il a été endommagé en route. C'est sûr, certains, Ouais. regardez, là, il y a des journalistes qui font des tests hors route, là, puis ça casse souvent. Là. C'est de la machinerie, là, c'est sûr et certain. Il y a une différence entre un truck qui va dans le champ et un truck qui reste sur la route. Là. Non, vraiment. Puis comme tu dis, Bronco vient de revenir sur la scène. Jeep, ça fait longtemps qu'il est là. Ils ont eu le temps de régler leur bobo. Bronco, on va leur laisser une couple d'années. Peut-être Ouais. qu'ils vont s'ajuster, probablement. Moi, juste mon avis à moi, un Bronco, je regarde de conduire tous les jours. Le Wrangler, je serais tanné. Mais le Wrangler aussi, Moi, je suis coincé, quand je suis tu trop recules grand. le bas, il recule au maximum puis tu manques d'espace. Moi, des fois, je suis sur l'autoroute, puis je veux m'étendre un peu les jambes, puis avoir plus d'espace, puis j'essaie de reculer mon banc, puis là, je suis à côté. Je suis Ouais. comme... C'est vrai, je suis à côté. Puis, tu sais, faut le dire, là, qu'on le dit tout le temps, tu sais, quand on est capable d'enlever des portes, le toit, ces choses-là,
c'est extrêmement bruyant dans le camion. Ah ouais. L'hiver, c'est dur à chauffer. On dirait que l'air froid rentre de tous les côtés. Le véhicule chauffe. Quand tu mets le chauffage, ça chauffe fort et tout, mais on dirait que c'est pas égal. Là, t'as un côté de face qui est brûlant, mais là, t'as l'autre qui a un courant d'air qui est frette. C'est comme tout sketch, comment que ça chauffe. C'est pas une température ambiante. Là. On va se le dire, ces véhicules-là sont vraiment faits pour le sud des États-Unis. C'est des décapotables. Ouais. On l'a fait, nous. On a déjà eu un Jeep qu'on a enlevé le toit en Floride. C'était fantastique. C'était super le fun. Jusqu'à temps qu'on pogne des courants d'air sur l'autoroute. J'ai pas aimé ça parce que le Jeep, il valsait. Mais non, mais il était fait pour ça. Ah, c'était tellement le fun. Tu te promener au bord de la plage en Jeep avec pas de porte, pas de toit. Ouais. Bon, dans cette section-là, c'est quoi tes coups de cœur? C'est quoi tu recommandes de plus? Écoute, Subaru Outback, version Wilderness, c'est sûr que c'est assez winner. Ford Bronco versus le Jeep Wrangler, moi aussi, j'ai un peu une préférence, mais tu sais, je suis pas une hardcore à faire de la trail, comme tu dis. Puis le reste, le Grand Cherokee, parce qu'il est tellement versatile, puis il peut répondre autant à quelqu'un qui veut un de base, quelqu'un qui en veut un super monté luxueux, il est disponible, il y a tous les choix. Même ça. Moi là, regardez, c'est même chose. Subaru, si vous êtes un peu plus auto. Grand Cherokee, si vous voulez un camion qui fait un peu tout, mais tu sais, même là, je m'allais dire qu'il allait prendre plus de gaz. Avec le 4XA, ça ne sera plus le cas tantôt. Il va être quand même bien. Puis Ford Bronco, si vous voulez un décapotable, hors route, etc., bien paraître, avoir des gros pneus, etc. Fait qu'on passe à la prochaine section. Bon, VUS intermédiaire à 3 rangées de sièges. Là-dedans, on a le Hyundai Palisade, le Kia Telluride, le Chevrolet Traverse, GMC Acadia, Subaru Ascent, le Jeep Grand Cherokee L, Toyota Highlander, Nissan Pathfinder, Dodge Durango, Ford Explorer et Volkswagen Atlas. Ça en manque pas gros dans cette catégorie-là. On l'a pas mal tout fait. Ouais, on l'a testé pas mal. Il ne manque pas grand-chose dans cette catégorie-là. Je pense qu'il nous manque juste le Honda. Puis c'est sûr certain qu'en 2023, maintenant, on essaie des Honda et Acura. On va les mettre sur la liste, c'est sûr et certain. Très, très curieux d'essayer les VUS Honda. Bon, dans ce côté-là, regardez, c'est tous des produits qui sont similaires. Il y a certains produits qui vont avoir une approche un petit peu plus différente. Quand je pense au Dodge Durango puis au Jeep Grand Cherokee L, eux autres, c'est des approches un peu plus capables de remorquer beaucoup de poids. Oui, quand même, pour la taille dans leur catégorie. Là. Fait que si pour vous, remorquer, c'est une priorité, c'est sûr et certain, allez-y avec le Dodge ou le Jeep. C'est eux autres qui tirent le plus. C'est eux autres qui sont le mieux équipés pour tirer aussi. Ouais. Je vais vous dire, il y en a beaucoup dans cette liste-là qui disent qu'ils tirent 5000 livres. Mais moi, je ne tirerais pas 5000 livres pas avec eux autres. Non, on ne se risquerait pas. Bon, moi, je reviens juste d'un voyage. C'est mon dernier voyage que j'ai fait avec, j'ai essayé le Subaru Ascent. Un véhicule que je m'attendais à rien. Et puis? À mon avis, à moi, Subaru sont spécialisés dans des autos. Ouais. Plus qu'une espèce de VUS. Puis c'était un petit peu l'expérience que j'ai eue. Je me sentais dans un gros Outback. Tout est un Outback. Non, mais le Forester, c'est un mini Outback. Le Forester, c'est comme un petit Outback. Puis le Ascent, c'est comme un gros Outback. C'est un gros Outback. C'est très similaire. Oui. La mécanique est similaire au Outback. L'écran, le volant, la tenue de route, comment ça avance. C'est juste qu'on dirait que t'es remonté un petit peu avec allongé comparé du Outback. Puis est-ce que tu trouves que, parce que là tu l'as testé en route, tu l'as testé sa route et tout, est-ce que tu trouves qu'il est autant bon que les autres produits Subaru dans le hors-route? Il se comporte de la même façon. Okay. Peut-être pas comme un Wilderness, mais il se comporte de la même façon que les autres. Même système symétrique, tout ça, il allait très bien de ce côté-là. Je vais être franc avec vous, je m'attendais à rien parce que je voyais qu'il y avait un petit 4 cylindres sur le capot, turbo, avec un CVT. Je suis comme, ça doit avoir de la misère à se tirer. C'était pas le cas. Il était pas rapide, mais il était pas le cas. Je pense que c'est une belle formule pour les clients Subaru. Puis c'est un petit peu pour ça qu'il existe. Il n'est pas vraiment fait pour compétitionner à comparer d'un Durango, d'un Telluride ou d'un Explorer. Non, c'est vraiment pour les clients qui sont habitués d'avoir des Subaru, que là, la famille s'agrandit ou qui ont besoin de plus grand. Là, ils vont pouvoir rester dans la marque en optant pour ce modèle-là. Exactement. Fait que c'est un petit peu ça qu'on retrouve. Puis c'est un produit qui est agréable.
C'est sûr, s'il y aurait un plus gros moteur, à mon avis, à moi, il serait un petit peu plus compétitif. Puis ils disent qu'ils peuvent tirer 5000 livres, mais regardez, les miroirs sont minuscules. T'as un CVT, ces choses-là. Puis je pense que c'est pas la priorité des clients de chez Subaru. C'est pas le plus spacieux, mais on était confortable à l'intérieur, ça allait bien. Si vous aimez les produits Subaru, c'est comme un no-brainer. La Ascent est faite pour vous. Après ça, on passe dans les autres produits. Si on regarde le Chevrolet Traverse, GMC Acadia. Le Traverse, je trouve que c'est vraiment une belle option pour les gens qui n'ont pas peut-être le budget d'aller dans un VUS de grande taille. Ouais. C'est pas mal celui qui offre le plus d'espace à l'intérieur, mais sans trop sacrifier sur les communes d'essence. Moi, j'aime beaucoup le système qu'on retrouve autant dans le Chevrolet Traverse que le GMC Acadia. On a un bon vieux V6 en dessous du capot, mais qu'on peut littéralement couper le système intégral. On peut vraiment le mettre en traction avant, puis là, on économise de l'essence. Ouais. Au lieu de juste mettre un moteur plus petit puis tout ça, ils ont fait la bonne affaire en faisant ça. On peut mieux gérer notre économie d'essence. Pour le gabarit du véhicule, que c'est un véhicule qu'on a déjà descendu dans le 8 à 9 litres au 100, c'était excellent. Oui. Si vous ne voulez pas un minivan, puis vous n'avez pas le budget pour aller dans l'économie d'essence et la grosseur d'un Tahoe ou un Yukon, ces choses-là, le Traverse est excellent. Le GMC Acadia va offrir une approche différente du Traverse, contrairement à tout ce que les gens pensent. Le Acadia est beaucoup plus petit, plus court. Oui. On peut l'avoir aussi en version sans la troisième rangée. Oui. Puis là, on a une version intéressante dans l'Acadia. On a un AT4. Puis là, contrairement à l'autre podcast qu'on a fait, c'est comme un vrai AT4. Le terrain AT4, c'est comme... Il est déguisé en AT4. C'est le look AT4. Il est déguisé en AT4. Là, quand on tombe dans Acadia AT4, on remonte les capacités hors route. Oui. Là, on peut avoir des pneus plus agressifs, une suspension en route. Puis on a le fameux système à twin clutch à l'arrière qui va nous donner plus de mordant qui a été emprunté au Cadillac XT6. Là, ça fait une différence quand on fait du hors-route. Là, on tombe un petit peu, justement, dans une espèce de système à traction intégrale qui va se rapprocher du système qu'on retrouve chez Subaru. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé pour l'avoir testé? Je l'ai testé une bonne semaine complète, là, la version AT4 dans l'Acadia. Beaucoup plus confortable. Probablement parce que les pneus un peu plus gros, un peu plus agressifs, un peu plus de suspension. Je trouvais que même sur la route, le confort était augmenté avec la version AT4. C'est des modèles qui sont très fonctionnels, ils sont faits comme des pick-up, ces choses-là. C'est pas celui qui va impressionner la galerie, qui a l'air impressionnant. Ça, mais il fait la job. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver plus comme dans le Hyundai Palisade ou le Kia Telluride. Des intérieurs qui vont impressionner. C'est comme un peu des espèces de copies un peu Mercedes-Benz, mais abordables. Oui. Les écrans, les finis, ces choses-là, on se croirait dans des véhicules de luxe qui vaut beaucoup plus cher que qu'est-ce que c'est. Puis c'est pour ça, souvent, ici, le Kia puis le Hyundai sont en tête de liste. En tête de liste de cette catégorie-là, parce qu'il y en offre tellement pour le prix. Ils ont une bonne formule chez Hyundai et chez Kia. Chez Hyundai, on a une approche un petit peu plus de luxe, qu'on se rapproche presque genre d'un Buick Lincoln, avec des finis fancy, avec un intérieur fancy, ces choses-là. Le Kia, qui est la même plateforme, le même moteur, tout ça, mais qui a une approche un peu plus sportive. Là, on a aussi, en 2023, une approche un peu plus hors route, comme le AT4. Celui-là, on ne l'a pas testé encore. Le Palisade, on l'a laissé cette semaine pendant qu'on enregistre ce podcast. Véhicule qui va très bien, très confortable sur la route. Volant très déconnecté, à mon avis, à moi. Là. Ouais. On n'a pas de feeling dans le volant, mais il va très bien. Facile d'accès dans la troisième rangée. Puis la mécanique en dessous du capot, il n'y a rien de compliqué. Le Kia et Hyundai, c'est des choix solides dans ce segment-là. Puis il offre beaucoup de gadgets, puis c'est simple. C'est tout facile d'accès. J'ai fait plusieurs TikTok là-dessus justement cette semaine. Les boutons, on les cherche pas. On a aussi la version tactile, le bouton à côté. Ils n'ont pas éliminé tout. Il n'y a rien de compliqué. Pour ça, ils en donnent assez. Côté look, par contre, moi, je préfère le Kia Telluride au Palisade. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Le Palisade est beaucoup plus beau qu'il était avant. Le nouveau, le 2023, il a été beaucoup amélioré. Il a l'air vraiment plus d'un VUS de luxe. Oui, il a l'air plus luxueux que... Avant, il avait l'air un peu plus... copie cheap, je peux dire, sans insulter personne. Bon, là, si on passe Nissan Pathfinder puis Toyota Highlander,
Encore une fois, le Toyota, c'est un modèle qu'on a essayé durant nos émissions de télévision qu'on faisait. Oui. On l'a essayé pendant une journée ou deux. Un véhicule super confortable, super économique. Encore là, c'était old school en dedans. Ouais. Il manquait des trucs que moi, ils me fatiguent, là. C'est une signature Toyota, là. Comme. Ben, quand on ouvre le hood, c'est même pas des cylindres. Puis, Ouais. il coûtait genre 70 000, genre celui qu'on avait à l'essai. Puis, c'est encore une vieille pin pour tenir le hood. Toyota sont bons là-dessus. Il coupe sur des choses, des fois, où je vais donner un exemple, le banc côté passager se descend pas. Ouais, des affaires Des dans choses, même, des fois, qui font Ah, comme pas ça, tant de sens, mais ils coupent là pour que ça aille moins cher. Ouais, le look est pas là. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment. Highlander, c'est vraiment un véhicule pour grand-père, là. Bon. Ça plaît aux vieux, là. Vous savez, c'est comme j'ai acheté ça parce que Protégez-vous le disait que c'était le meilleur. Là. Ça, c'est le choix plat. Mais c'est le choix comme sécure, Ouais, on va c'est dire. ça. Nissan Pathfinder, ça, c'est un véhicule qui allait bien, qui a des bonnes améliorations. Oui. Il n'y a plus de CVT, on peut remorquer plus. J'ai fait du hors-route avec, ça allait très bien. Une bonne formule, il y avait des bons packages, des bons intérieurs, tout ça. C'est super bon. On dirait qu'ils ont sorti un bon produit. Tout est nouveau, tout est beau dedans, mais on dirait que c'est pas assez pour... Rentrer dans la compétition. On dirait qu'il manque des petites affaires pour vraiment comme détrôner le Telluride puis le Palisade, tout ça, ou avoir quelque chose de mieux que le Toyota. Il est comme... Ils ont fait un bon effort, mais ils restent dans le milieu du peloton. Oui, il ne s'est pas démarqué encore. Mais par contre, qu'ils ont retiré la CVT, ça fait une bonne différence là, quand on le conduit. Puis, une approche un peu comme le Kia puis le GMC Acadia. Il y a une nouvelle version hors route, le Rock Creek, que peut-être qu'on va avoir laissé en 2023. Il y a une approche un peu plus hors route, un petit peu plus cool là, de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est des affaires Nissan, là, le Rock Creek. Là, mais tu sais, je leur ai dit un peu, puis là, j'ai dit, à un moment donné, je leur ai dit, il va-tu avoir un Pathfinder Pro 4X? Moi, j'aime le mot Pro 4X. Ça fait comme AT4 ou ZR2, ou tu sais, le Telluride et tout, là, tu sais, il y a un Pro X quelque chose. Je me souviens plus exactement c'est quoi le X-Line ou le Pro Line, whatever, là, comment ils appellent ça. Mais Rock Creek, je trouve que c'est comme... On dirait que c'est un vieux nom comme une expédition Eddie Bauer. Quand je leur ai dit Pro 4X, ils font comme Pro 4X, c'est juste pour les pick-up. On n'applique jamais ça sur nos VUS. Puis j'étais comme OK, là. J'ai compris. Je suis pas un interne chez Nissan, là. Je suis comme, là, c'est correct, c'est Rock Creek, là. Il m'avait vraiment répondu sec cette fois-là. J'étais comme OK. Ce serait cool un Pathfinder Pro 4X. Ça ferait plus comme tu sais, ça ferait plus comme camion, tu sais. Tu sais, c'est comme t'as un F-150 Raptor, ils ont fait un Bronco Raptor. Tu sais, ils gardent pas le Raptor juste pour le pick-up, là. Ah, je comprends. Mais ça, à date, c'est l'approche qu'ils ont chez Nissan. C'est comme ça. Après ça, des modèles qui nous ont déçus un peu plus, puis on pensait aimer. Volkswagen A-Class, Ford Explorer. Ford Explorer, j'y donne un rain check, là, parce qu'on a eu le modèle, je pense, le pire de la gang, là. On a eu le modèle hybride, là, un des pires modèles qu'on a essayé dans les dernières années. Sans niaiser, là, non, j'y pense, là, puis c'est un des pires. Il y a des véhicules, des fois, que j'ai testés, puis qu'il y a eu des choses dedans qui m'ont ultimement gossé. Je vais donner un exemple. Je me souviens pas exactement quel modèle, tu vas m'éclairer. Quand j'étais enceinte, on descendait de Montréal, puis il y avait un line qui ping assez extrêmement agressif. C'est un Nissan Rogue. OK. Lui, là, c'est comme, on joue au ping-pong entre les lignes, puis moi, j'étais la vitre descendue. C'est de ma faute aussi, je teste les systèmes. Non, mais on le teste, mais c'est un système qui est censé être là pour aider et fonctionner. Là, c'était comme, on joue au ping-pong entre les lignes. J'avais la fenêtre baissée, la tête sortie comme un chien, puis j'étais comme là, tu vas arrêter. Ça, c'est quelque chose qu'on peut désactiver. On peut désactiver, au moins. Mais tu sais, c'est des systèmes, des fois, que... Tu sais, ça, c'est gravé dans ma mémoire. Je vais m'en souvenir. Tu comprends? Ben là, l'Explorer, c'est un peu la même chose. Quand il débarque du système hybride pour embarquer sur le gaz, ça donne des coups incroyables. Toutes les transitions sont pas smooth, c'est dégueulasse. Ultra agressif. Au level que on recule doucement, puis là, ça donne un coup, puis on a quasiment reculé dans notre truck. Ça, c'était moins fun. Non, c'est ça. Même là, j'étais stationné à la pharmacie.
Je me reculais doucement, puis là, le moteur à gaz a parti, ça donnait un coup en reculant. Il y avait des gens derrière moi. C'est stressant. Il est comme pas prévisible. Il fait des affaires pareil comme s'il serait brisé. Oui. Il était horrible. Il donne des coups. Horrible, là. horrible. Hey, puis je suis quelqu'un qui a essayé tous les modèles pas imaginables chez Ford. Ah ouais. Puis j'ai jamais vu un Ford aussi mal calibré de ma vie. J'étais tellement déçu, là. Mais on s'en était fait parler par des gens qui avaient ce type de véhicule-là. Ben, on a un ami policier qui m'avait demandé justement si j'avais essayé ce modèle-là. Puis j'ai dit, si je peux le booker, je vais le booker. Puis là, il me disait, il fait des coups, puis il se va mal, puis il fait ci, puis il fait ça. Là, on disait peut-être parce que c'est un véhicule comme de flotte, ça fait longtemps qu'il roule. Ben, des fois, des véhicules de police, ils roulent jour et nuit. Des fois, des fois, l'entretien n'est pas tout le temps fait à temps. Des fois, ils équipent un entretien. Ouais. Puis, tu sais, des véhicules qui roulent au idle pendant des heures de temps, ça magane gros le véhicule. Ouais. Même si le véhicule a 200 000 kilos, mais peut-être que à cause qu'il a tellement passé de temps sur l'idle, mais il y a peut-être 400 000 kilos d'usage dessus. Ouais. C'est la même chose qu'une machinerie, une pelle mécanique, un bulldozer. Ah, exactement. Il n'y a pas le compteur d'heures dessus. C'est ça. Mais là, on avait un véhicule neuf avec pas beaucoup de mélange, rien. C'était effrayant. Il valait à peu près 65 000. À part ça, il était mal monté. Il manquait la grosse écran dedans. La couleur était LED. Les roues étaient LED. Quand on vous dit que le véhicule est mal monté, c'est pas qu'on chiale qu'on n'a pas la grosse écran, c'est que c'est même pas 500 ou 1000 $. C'est une erreur de commande. C'est une erreur de commande. Complètement, ça a été mal commandé. Quand que le véhicule vaut 65 000 puis que tu n'as pas mis la grosse écran parce que c'était juste 1000 de plus, ça fait aucun sens. Puis ça amenait pas juste la grosse écran, il y avait d'autres packages. Il y avait, je pense, des speakers de plus. D'accord. Il était mal construit, Ouais. il était mal commandé. On dirait que c'est quelque chose qu'ils ont ramassé dans le fond d'une cour, puis là, ils l'ont mis sur la flotte de presse. Habituellement, un véhicule qu'on va mettre sur une flotte de presse, c'est la crème de la crème ou un value package. Ouais. Un value package, ça veut dire que le véhicule en offre beaucoup pour le prix puis il est bien équipé. Sinon, on a la crème de la crème. Parce qu'il faut montrer comme les gadgets puis les Puis on va avoir la fameuse couleur spéciale de lancement, puis les roues spéciales ou peu importe. Mais ils vont tout le temps bien monter le véhicule, puis ils vont faire exprès pour qu'on ait certaines choses dans le véhicule pour les montrer. Si tu es capable d'avoir une grosse écran dans ce véhicule-là, ils vont mettre ça l'affecte presque pas le prix. Ils vont mettre la grosse écran, pas la petite écran. Ah, d'accord. Enlève toutes les histoires de package et tout, juste la gestion hybride gaz. Il était horrible. Je suis déçu parce que, tu sais, de ce côté-là, quand on était supposé conduire le fameux Explorer ST, puis c'était pendant le COVID, puis tout avait fermé. Puis j'aimerais ça qu'on essaie avoir la chance d'essayer le ST, même si ça commence à être un vieux modèle, juste pour avoir une meilleure impression du Ford Explorer, qui se rattrape de ce côté-là. Parce que c'est un véhicule que je trouve qui est quand même beau à comparer beaucoup d'autres modèles. Volkswagen A-Class, vite fait, on trouvait que le moteur était bizarre. On dirait que c'était comme un moteur de performance, mais qui était comme pas calibré pour un VUS. Ouais. Un autre modèle qu'on n'avait pas trop aimé. On s'attendait à mieux. Surtout que, tu sais, la classe, quand on introduit la classe, il est venu un peu remplacer le Touareg. Le Touareg qui était techniquement une espèce de Porsche Cayenne. Puis que c'était comme un Grand Cherokee qui pouvait faire du hors-route, tout ça. C'était pas la même machine. Il y avait des grosses bottines à remplir, puis il les a pas remplies. Ouais, c'est ça. Là. On n'avait pas une conduite Volkswagen, mais en tout cas, c'est le même chez Volkswagen Astor, à part si t'es dans une Golf. Bon, maintenant, si on passe là dans deux, moi que j'aime beaucoup, que c'est pas populaire dans les choix de la part des gens, Dodge Durango puis Jeep Grand Cherokee L. Le L, un modèle très intéressant. Fait que si vous avez besoin de plus d'espace puis vous ne voulez pas tomber littéralement dans les Wagoneer ou les Yukon, ces choses-là, une très belle option de ce côté-là. On a presque tous les avantages d'un VUS de grande taille, mais en restant quand même dans la section intermédiaire. Moi, je trouve que Grand Cherokee, en rajoutant le Grand Cherokee L, ils ont fait c'est vraiment un sweet spot pour moi. Surtout pour des gens comme nous, que on aime ça un petit peu plus gros, ces choses-là. C'est un modèle que j'ai vraiment, vraiment aimé. Je ne sais pas s'il va l'avoir en 4XE, le L, là, mais si je me fie au futur, si peut-être, mettons, ils mettent le nouveau 6 en ligne, je ne sais pas si ça va être réservé seulement au Wagoneer, ça risque d'être assez intéressant de ce côté-là. Il était très solide. J'ai vraiment aimé le Grand Cherokee L, moi, dans cette section-là.
Moi aussi, j'ai aimé le Grand Cherokee L, mais je mets quand même écoute, Hyundai Palisade puis Kia Telluride parce que, comme on a parlé, ils en offrent tellement. Tu sais, ils ont l'espace, ils sont faciles. Tu sais, banc chauffant, ça arrive dedans. T'es as déjà. Tu sais, c'est facile à monter quand tu les achètes. Je trouve qu'ils en offrent beaucoup, beaucoup pour le prix. Ils sont extrêmement compétitifs. Je trouve que quand tu es rendu dans ce secteur-là, ça vaut la peine de regarder chez Kia et Hyundai aussi. Tu sais, moi, sans oublier, là, je l'ai nommé assez vite fait, là, mais moi, dans toutes ces VUS-là, mon préféré à conduire, c'est le Dodge Durango. C'est littéralement conduire un Dodge Charger, un Challenger, mais en ayant 3 rangées de bancs. Quand on magasinait pour un véhicule, c'est un des modèles qu'on considérait peut-être acheter. Oui, surtout après avoir essayé le L4. Puis, le L4, toute une machine. Une des seules raisons qu'on n'a pas acheté de Durango, c'était vraiment parce que là, on tombait à 3 enfants. Oui. Puis l'espace est limité à l'intérieur. Tu sais, l'espace est comme mal fait à l'intérieur. Oui, on se sent dans une espèce de VUS, muscle car, là, sport. Les sièges sont gros puis sport à l'arrière. Ils sont pas faits pour être pratiques à vraiment que les enfants rentrent puis sortent facilement. Ouais. Pas tellement d'espace. Quand toute la banquette est ouverte, il n'y a pas d'espace dans la valise. Si on va amener la poussette, ces choses-là, ça ne s'adaptait pas bien à notre famille. Non, si vous êtes une famille de 4, ça va bien. Ouais. Ça a commencé à être... avoir 3 ou 4 enfants, c'était limité. Puis c'est la raison pour laquelle on n'a pas acheté Durango. Mm-hmm. Mais c'est de loin le plus fun à conduire. Ah, c'est sûr. N'importe quel. Il n'y a rien qu'à côté de ça. Le seul qui est proche de la conduite du Durango, c'est Jeep Grand Cherokee. Puis c'est ton autre préféré. Non, mais c'est celui. Lui, c'est comme la version hors route du Durango. Ouais. En gros, c'est ça. Complètement. Maintenant, la section VUS intermédiaire de luxe. Là-dedans, on a mis BMW X5, BMW X6, le Buick Enclave, Cadillac XT6, Genesis GV80, Infiniti QX60, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator, Maserati Levante, Mercedes-Benz GLE et Volvo XC90. Ouais, une autre section qu'on a essayé pas mal de modèles. La part de ces modèles-là, on les a essayés la saison précédente, pas cette année. Cette année, on a essayé, c'était plus le GV80. On l'a essayé 2 fois. Oui. Parce que moi, la première fois qu'on l'a eu, on avait le petit moteur. Après ça, j'ai eu le gros moteur. Puis quand j'ai essayé avec le petit moteur, j'étais déçu. Quand j'ai essayé avec le plus gros moteur, là, j'étais plus satisfait. Mais je trouve que le défaut du Genesis GV80, même s'il y a une espèce de look Bentley, tout ça, il n'est pas assez gros, à mon avis, à moi. Ouais. Il manque d'espace. C'est comme, on dirait que c'est même pas un vrai 3 rangées, à mon avis, à moi. Non, c'est puis il n'est pas vraiment... Il faudrait qu'il soit vraiment plus gros que le GV70. On dirait qu'il n'est pas tellement plus gros. Non, il n'est pas gros comme un XT6, un Enclave, ces choses-là. Ouais. Ou un QX60. Il manque d'espace dans le Genesis GV80, puis je trouve que ça se manque. Moi, je vais être franc, là, le Genesis GV80, c'est un VUS fait pour des golfeurs. Ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui en a un, puis c'est un golfeur. Ouais, c'est ça. Je trouve que si vous n'utilisez pas la dernière banquette, puis vous couchez tous les bancs, puis vous partez en road trip, 4 personnes avec 4 gros sacs, ça rentre parfaitement. Ouais. On dirait que ça a été fait, ces mesures. C'est un véhicule qu'on trouve de plus en plus dans les parkings de Clubhouse, ces choses-là. Ça, si vous jouez au golf, Genesis GV80, c'est le sweet spot. Parce que vous avez la classe, vous avez l'air d'avoir un Bentley, mais peut-être que vous n'avez pas l'argent d'acheter un Bentley. Fait que vous allez avec le Genesis. À part de ça, moi, j'ai fait un road trip avec le Cadillac XT6. Mm-hmm. Le XT6, c'est vraiment, si vous aimez tout ce qui le côté pratique, mettons, d'une espèce de GMC Acadia, vous allez le retrouver un peu dans le XT6, mais version de luxe. Ouais. C'est quand même cher pour qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas de moteur Cadillac, il n'y a pas de performance. C'est vraiment la minivan Cadillac, je pourrais dire, de ce côté-là. Un bel espace intérieur. On a le système intégral que je disais avec le twin clutch à l'arrière dans XT6. C'est un des avantages qu'on a. Pas de ça. Ça allait bien, mais
Ça joue dans une gamme qui... il y a beaucoup de performance, il y a beaucoup de luxe, il y a beaucoup de technologie. C'est comme... C'est le choix un peu facile, safe. On regarde le Buick Enclave plus gros que le XT6. Lui, c'est comme une espèce de traverse, mais de luxe. Ouais. Je trouvais que l'écran était petit. T'en souviens-tu de l'Enclave comme avec l'écran était petit dedans? Ah ouais, c'est assez flagrant. Pour un véhicule de luxe, là, il manquait un gros écran. On voyait qu'on a essayé de faire un update chez Buick, mais on n'avait pas eu le budget pour défaire un peu plus la console. Ouais, c'est comme si c'est ça. Ils avaient racheté un peu l'ancienne console, mais dans un environnement un peu plus luxueux. Non, ils ont plugué. C'est vraiment... Dans les refresh, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Eve, là, je vais te le dire, là, c'est comme... Là, vous avez tant de budget à essayer de plugger ces affaires-là. Là, ils vont dire, moi, mettons l'ingénieur ou les gens du studio, peu importe, là, qui prend les décisions, on va mettre tel écran. Puis là, ils vont calculer. Mais là, ça ne fit pas vraiment dans la console, ça va coûter tant, on n'a pas ce budget-là, ça va coûter ci, ça, à la production, c'est trop compliqué. Essaye de faire entrer un écran dans ce trou-là qu'on peut déjà enlever, ce morceau-là. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qui est arrivé de ce côté-là. Là, on tombe dans un autre gamme. Alors, on va parler des Lincoln tout de suite parce qu'on était dans Buick, Cadillac. Ouais. Le Nautilus, ça, je suis sûr que tu t'en souviens pas quand on l'a laissé. Écoute, là, comme tu as parlé dans le précédent podcast, là, tous leurs noms, là, en dessous de navigateur, aviateur, OK. Je vais te donner un truc, OK? Ça, c'est un truc Ford. Vas-y. Si tu connais bien tes Ford, tu peux connaître bien tes Lincoln. Là, un Corsair, c'est un Escape. Un Nautilus, c'est un Edge. Ouais. Puis l'Aviator, c'est un Explorer. Navigator, c'est un Expédition. Ah ouais. OK? C'est le truc. Donc, le Nautilus, c'était un Edge. On l'a eu là, très longtemps à l'essai. Je l'ai mis juste pour le fun. Là. Rien d'extraordinaire de ce côté-là. C'est un Edge de luxe. Aviator, comme l'Explorer, il nous avait super déçus. On l'avait pas aimé. Il ridait rough. On dirait que l'Aviator, il essayait de faire une approche allemande, BMW, mais ça a comme pas marché. Mercedes. Mais c'est comme, tu t'attends à une expérience Lincoln, que c'est confortable, puis c'était pas confortable. C'était pas, ouais, exactement. Ouais, c'était weird. Ouais, il ridait vraiment pas bien. Ah ouais. Puis même mon père, dans le temps, il l'avait essayé, que mon père, c'est un client Lincoln qui appartient à un Navigator, puis il a détesté l'Aviator. Oui, vraiment. Parce que mon père était comme, je pourrais acheter ça à ma mère. Fait qu'il y aurait comme un plus petit pour ma mère, puis lui, il aurait le Navigator, puis ça aurait été une belle option pour ma mère, quand même, capable d'amener du monde pareil. Puis les deux l'ont détesté. Ils l'ont pas aimé pas tout. Fait que ça, c'est des feedbacks de clients. De clients Lincoln. Bon, après ça, le Volvo XC90, c'est lui, ça fait longtemps. J'ai dit, mais juste pour te tester. C'est ça, teste-moi. Des fois, c'est des tests un peu plus durs parce que le Nautilus puis le Volvo XC90, c'est dans le temps qu'on faisait pas encore tous des essais routiers complets sur YouTube. Fait que ça fait quand même un bout de temps. Là. Vraiment? Je les ai inclus parce que c'est des modèles qui n'ont pas changé. Le Volvo XC90, un autre modèle comme le Genesis GV80 qui m'a déçu beaucoup. Je m'attendais qu'il était plus gros. Ouais. Je vais être franc avec vous, là, le XC90 me fait penser à un Subaru Ascent. C'est un gros Volvo. Ouais, qui ont étiré. C'est pas un camion Volvo. Parce qu'à un moment donné, le XC90, il y avait un V8, toute l'équipe dedans. Mais c'est plus le cas. C'est plus ça, là. Fait que si vous êtes un client Volvo, vous avez besoin de plus d'espace, vous allez aimer le XC90. Si vous êtes quelqu'un qui aime des VUS comme le GV80 ou même le XT6, qui voulait plus d'espace, puis un genre de véhicule pratique sans passer à grande taille, vous allez être déçu un peu. C'était coincé dans le XC90. Ouais. Ah non. Fait que là, après ça, on tombe dans un peu... C'est dans cette section-là de côté taille, mais là, on tombe dans un autre budget. Ouais, là, ceux-là, je m'en souviens. Là. Toi, tu t'en souviens. Ah, le Maserati Levante, le Mercedes-Benz GLE. Ah, le Levante. Bon. Ça, écoute, c'était les sièges... j'avais tellement peur de les accrocher. Là. C'était comme une imitation fibre de carbone, mais comme... J'avais peur que tirer un fil dans les sièges. C'est le véhicule le plus cher qu'on a eu à l'essai dans la dernière année. Plus cher que le Mercedes EQS, plus cher que le Mercedes EQS SUV. Il était presque 200 000. Ouais. C'est un véhicule que j'ai vraiment aimé conduire. C'était cool. Ça flashait. Ah, c'est sûr que c'était le fun. Puis, tu sais, il était jaune, pétant. Il y a du monde qui m'arrêtait. C'était littéralement comme si je conduisais un camion Ferrari.
sais. Ah, mais juste la peinture était quoi, 20 000 Ouais, ça m'a amené plus que rendu ça. là. Non, mais rendu là, c'est comme je veux que Ah mon ouais, véhicule soit jaune, ça vaut pas, 20 000. ça Ah vaut ouais. pas le prix. Non, Comment je pourrais dire ça? Ça vaut, t'achètes le logo. ça vaut pas ce prix-là, mais comment je pourrais dire? La présence puis l'attention qui m'attirait matchait le prix. Ouais. Mais fallait que tu payes la couleur à plus que 20 000 Non, mais je veux dire, c'est comme... Comment que le monde faisait comme, wow, OK, t'as un truck Maserati jaune, là, t'es intense. Ah Même ouais. là, hey, je vais te dire mon expérience que j'ai au gym. À Vas-y. un moment donné, il dit, il y a un gars qui dit, il dit à un autre gars, il dit à lui, ça, le Maserati jaune. L'autre gars, il me regarde avec un air. Ah ouais, choqué. Il dit, c'est toi qui chauffe ça. Comment ça, tu chauffes ça? Tu fais quoi dans la vie? Là, je dis, tu sais, je teste des choses. Ah, il dit, il est pas à toi, tu le testes. Ah, ça, c'est cool. Ah là, t'es rendu gentil. Parce que si c'était le mien, j'étais comme un trou de cul. Ouais. Mais que je le teste, puis que là, c'était pas moi qui avais acheté ce camion-là, ça, c'était cool. Ah, mais ça, c'est tellement une mentalité. Là. Tu te souviens quand, anecdote, là, quand on teste des véhicules chers, là, c'est arrivé à l'autre endroit où on restait avant, il y a un gars qui est venu cogner, demander est-ce que vous êtes des dealers de drogue? Là, toi, tu regardes le gars, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous changez de char chaque semaine. Vous vendez des chars ou vous vendez de la drogue? Ah, ouais, ça, c'est clairement sûr. que si on est des dealers, que tu viens cogner chez la personne, ben oui, je vais te le dire. Ah, ouais. Voyons, c'est pas Mais ça. tu sais, Stang, on pour te teste des dire, véhicules. c'était comme si j'aurais été la personne qui aurait acheté l'espèce de camion à 200 000 jaune, j'étais un trou de cul. À cause que je l'essaye, ça, c'était correct. La personne qui m'a parlé, là, sa face, Elle a switché. elle a de- switché. Ah ouais, On and ah, off, là. Z, On ouais. and off, là. Mais écoute, ça, c'est tellement une mentalité. C'est une mentalité des gens. Je trouve les gens ont de la misère avec le succès parfois. Parce que, pis c'est plate ce que je vais dire, c'est un peu des fois un effet miroir, mais c'est pas contre la personne. C'est que si toi, tu crois que t'as pas réussi dans la vie, c'est ceux qui réussissent te font chier. Mais t'as d'autres types de personnes qui trouvent ça cool. Moi, Mais c'est une mentalité un peu, parce qu'ici au Québec, tout le monde se voit égaux. ouais. C'est un petit peu ça. Ils ont moins une mentalité capitaliste comme aux États-Unis. Moi, j'ai vécu autant au Québec, en Ontario qu'en Floride. En Floride, plus que tu réussis, plus que tu es winner. Ah, pis les gens sont contents. là. Souvent, ici au Québec, plus que tu réussis, plus que tu es un voleur puis un trou de cul. Ah ouais. C'est C'est plate. plate, C'est c'est tellement plate. Puis, tu sais, moi, je connais des gens qui réussissent vraiment bien dans la vie. Puis, ils sont comme, j'aimerais ça avoir ce véhicule-là. Puis, il peut se l'acheter. Il peut s'en acheter 6 s'il veut. Mais il peut pas le faire parce Ouais. que quand il le fait, il perd comme des clients parce que les gens le boudent. Oh, oui, j'ai déjà Et- connu des gens qui faisaient de la vente puis qui avaient travaillé dans d'autres marchés. Fait que, mettons qu'ils arrivaient chez leurs clients puis ils arrivaient en Mercedes, le client est en confiance parce qu'il disait « Hey, ce gars-là, il fait full d'argent puis il réussit bien dans la vie. Fait que ça doit être bien faire affaire avec lui. » Ouais. Il dit, ici au Québec, il a fallu qu'il change de son Mercedes à un Volkswagen ou un genre de GMC parce que les gens voyaient pas ça comme si c'était un voleur qui allait les crosser parce que lui, il réussissait mieux qu'eux autres. Oh non. Faut tellement changer ça. Tu sais, soyez heureux quand les gens ils ont du succès. C'est tellement le fun. Là. Je veux dire, inspirez-vous de ça. Arrêtez de Ouais. descendre le monde, en tout cas. On finit avec le Mercedes-Benz GLE 63 AMG. Ça, c'était version coupée. Toi, tu l'avais beaucoup aimé. Ouais, je l'avais beaucoup aimé. Oui, coupé, un peu moins de place, mais je le trouvais tellement beau. Puis ça, c'est un des véhicules que j'ai remarqué. Toutes les filles à qui je parlais, ils l'aimaient mieux coupé. Puis tous les gars, non, pas coupé. Tu sais, d'habitude, Ouais. c'est un peu l'inverse, mais là, c'est un modèle que non, les filles étaient comme, il est beau coupé, puis les gars, non, moi, j'aime mieux celui-là, pas coupé. Non, on a eu le GLE pas coupé. Je ne l'ai pas mis dans la liste du tout. C'est un vieil essai. Là. Puis celui-là, c'était un 53. Puis j'aimais beaucoup plus le pas coupé. Moi, il était plus carré. Il y avait une vraie valise à l'arrière, tout ça. Un autre véhicule qui était très cher. Regardez, Ouais. V8, biturbo, tout ça. Regarde, dans cette liste-là, il y a on n'a pas parlé du Infiniti QX60. Regardez, de ce côté-là, un peu comme dans notre essai routier, ça va être, je vais répéter la même chose. Je vois pas pourquoi qu'on achèterait un Infiniti QX60 à comparer d'un Pathfinder full equip. Ah ouais. C'est le même véhicule. La touche Infiniti rajoute vraiment pas grand-chose, à part Non. les logos. Si pour vous, le logo Infiniti vous impressionne, allez-y avec l'Infiniti. Mais sinon, l'autre Sinon, faisait la en masse la job. Pathfinder, t'es en masse bon. Ah ouais.
On a, puis pour finir de cette section-là, BMW X6 puis X5. Moi, dans cette section-là, le X5, c'est pas mal mon préféré. C'est sûr. BM, dans pas mal tous les secteurs, là, BMW, c'est BMW. Là. Par contre, je vais être franc, là, on avait eu les versions M compétition, autant pour le X5 que le X6. Mm-hmm. Le X6, je l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il était trop cher. Je trouvais qu'il ridait bien trop rough. Ouais. Le sacrifice, la version coupée, je la trouvais pas belle. Le X5, je crois qu'il était beaucoup plus beau, plus calibré. Même, on dirait qu'il ridait mieux que l'autre. L'autre, le X6 M Compétition, on dirait qu'il essayait d'être une espèce de Lamborghini Urus ou quelque chose du genre. Là, le X5, je trouve qu'il était solide. Puis il y a un beau portfolio, autant d'un véhicule de base qu'un véhicule bien équipé dans le sweet spot là, que le M Compétition. Fait que de ce côté-là, c'était très bien. Mais encore là, côté entretien, ces choses-là, BMW, ces choses-là, c'est pas la même chose que rentrer ton Buick Enclave. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quel est votre VUS intermédiaire favori, votre VUS intermédiaire à 3 rangées favori et votre VUS intermédiaire à 3 rangées de luxe favori. Yep. En tout cas, dites-nous dans les commentaires laquelle que vous préférez. C'est sûr que la braquette de prix part de 50 000 jusqu'à 200 000 de ce côté-là. Dites-moi laquelle qui est votre favori dans tous ces modèles-là. Et aussi, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel VUS intermédiaire que vous verrez qu'on essaie en 2023. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain podcast.